sobre democracia, ciudadanía mundial y educación transformadora. Avec la Pontificale Universidad Católica de Valparaíso, le titre du symposium, on se le rappelle, Dialogue et émancipation. Mon nom est Marquis Bureau et j'ai le plaisir aujourd'hui de présider cette session avec mes deux collègues, Bianca Briciu et Christian Bellumeur. Donc, ça fait quand même quelques temps qu'on se prépare et on a très, très hâte aujourd'hui de pouvoir vous partager le fruit de notre conversation. Comme vous savez, c'est un symposium on est dans la dernière journée, mais ça fait déjà 4 jours. Aussi disponible en libre accès, sans frais, via Zoom, comme nous sommes aujourd'hui, et Facebook. Il y a eu une quarantaine de sessions d'1 heure en anglais, en français, en espagnol, dont beaucoup ont été interprétés. Et je prends quelques minutes pour remercier nos interprètes qui nous permettent en ce moment de communiquer en anglais et en espagnol. Donc, si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous n'avez qu'à consulter le site web du symposium. Donc, nous sommes trois panélistes. Je vais participer ici. On va dialoguer ensemble pour une quarantaine de minutes. Ensuite, on va nous laisser le temps de pouvoir interagir avec vous. Et si vous avez des commentaires, donc la formule habituelle, parce qu'on commence à être habitué un petit peu. Si vous avez des commentaires à tout moment, vous n'avez qu'à les faire parvenir dans la fonction clavardage. Et puis aussi, un gentil rappel d'éteindre vos microphones. Sur ça, je laisse pour débuter. On va avec Christian, qui va nous parler un peu de comment tout ça, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est ensemble. Christian? Alors, merci Marquis, merci Bianca. C'est un plaisir pour moi de présenter un peu notre démarche qui a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, un premier contact initial. En fait, c'est Marquis et Bianca qui prennent contact avec moi pour explorer de possibles collaborations au niveau de la recherche. Et là, je venais juste de soumettre une demande de subvention au Conseil de recherche des sciences humaines du Canada sur les changements climatiques. Et de là, de fil en aiguille, on a continué de converser entre nous, toujours de façon informelle, conviviale. Puis, ayant obtenu la subvention au printemps 2021, j'ai eu la chance de recruter Marquis comme collaborateur. Et de là, l'idée de présenter à l'UNESCO nos réflexions sur notre intérêt pour l'écologie en tant qu'éducateur et intervenant. Puis de là aussi, j'entends parler que Bianca s'intéresse, et là, vous allez voir tantôt, elle a un projet de recherche en cours au titre un très beau titre, je vous laisse le présenter tantôt, mais ensemble, on a continué de réfléchir entre nous. Puis, si je pourrais dire des mots qui nous caractérisent, dans nos conversations, j'entendais beaucoup Bianca parler de l'importance du cœur, de l'âme, de la conscience. Marquis, c'est celui qui est arrivé avec la spiritualité, l'organisationnel, le social. Et moi, je portais beaucoup l'importance de l'imaginaire, la psychologie positive, la spiritualité. Alors, ensemble, on a mis, on pourrait dire ce qui nous caractérise au niveau identitaire, mais on a mis ça ensemble dans nos rivières respectives pour quitter la rive pour un océan qui nous fascine. Et dans nos réflexions, on est arrivé aussi à voir notre démarche comme qu'on vous présente aujourd'hui comme un modèle intégral. Oui, au début, nécessairement, la recherche nous anime, mais de plus en plus, l'importance de la conscience, une conscience qu'on vise à élargir, à approfondir pour mieux penser nos pratiques, notre manière de se voir comme éco-pédagogue en devenir. Donc, on va enchaîner avec une question sur la recherche, parce que je crois que c'est un point commun. On a chacun nos
nos intérêts sur le plan de la recherche. Et Christian, naturellement, certainement intéressé à entendre parler de la genèse du projet de recherche là, que tu vas partager avec nous aujourd'hui. Merci. En fait, je pourrais vous dire, la démarche a commencé, comme je vous disais, il y a 2 ans. Mais tantôt, je vais aussi vous parler des éléments déclencheurs à tout ça. Mais bon, en filigrane, je suis psychothérapeute depuis 25 ans. Je me considère un psychologue clinicien-chercheur et j'entendais chez les jeunes adultes, aussi beaucoup dans les médias, l'éco-anxiété, les préoccupations face au changement climatique, la crise du climat. Alors ça m'a toujours animé, comme vous pouvez voir dans ces 2 livres, ces 2 collectifs, l'intérêt, l'amour pour la nature, ça a toujours eu lieu avec mes collègues. Alors, j'ai 2 sources pour le projet que je vais vous présenter, l'imaginaire, voir l'être humain. Oui, nous sommes des animaux sociaux, mais nous sommes aussi des êtres symboliques. Alors, l'imaginaire durandien m'interpelle beaucoup. Et la psychologie positive, mais une psychologie positive qui est plus holistique, qui intègre la spiritualité. Alors, ça aussi, c'est des domaines qui m'interpellaient. Puis, au cœur du projet Écovision que je vais vous présenter, il y avait aussi une réflexion autour de cette fameuse dimension paradoxale de notre relation à la nature. C'est que d'un côté, on entend beaucoup l'éco-anxiété, jusqu'à certains vivent une paralysie. Bon, il y a toutes les éco-émotions, éco-colères, mais d'un côté, la relation à la nature peut être anxiogène. De l'autre côté, il y a toutes les recherches et notre propre expérience, comment elle est ressourçante, source d'apaisement. Alors, c'est ça qui a lancé la réflexion d'un projet qui s'intéressait à sonder les perceptions, les expériences des gens, des Canadiens face à la crise du climat. Passer à l'action, ça a été de faire cette demande de subvention. Alors, le titre, c'est « Établir des liens entre l'imaginaire durandien et les perceptions et réponses adaptatives d'adultes canadiens face au changement climatique. » Alors, on cherche vraiment ici à comprendre, sonder les visions du monde des gens pour mieux, par la suite, intervenir. J'aimerais aussi faire un petit clin d'œil à mes collègues qui m'ont aidé dans la demande initiale, Cynthia Blodeau, professeure ici à l'Université Saint-Paul, et Lakshmi Sundaram, qui est une écothérapeute. Alors, c'est vraiment elle, Lakshmi, qui, il y a plus de 10 ans, m'a ouvert les yeux sur l'importance de l'éco-psychologie, parce que je suis psychologue social de formation, mais là, je découvrais tout un autre champ. Et une fois la subvention reçue, avec l'arrivée de Marquis comme collaborateur, on a voulu chercher la raison d'être, parce que c'est beau faire de la recherche dans le monde académique, mais on cherchait vraiment à clarifier notre mission. Notre raison d'être, ça s'est traduit dans notre slogan sur notre site web, c'est imaginons les possibles. On veut créer un espace vraiment de dialogue, d'émancipation, c'est le titre de la conférence, mais pour nous aussi, c'est dans le sens aussi de susciter l'espoir. Et là, vous voyez le logo qui est voir, on veut sonder les différentes visions des gens. Oui, c'est un œil, mais l'artiste qui a fait le logo, vous voyez, pour nous, on voyait par la suite un autre sens aussi, peut-être voir aussi 2 mains qui tiennent la planète comme l'idée de prendre soin. Alors, pour nous, c'est aussi important à Écovision. L'équipe s'agrandit. On a commencé, on était 3 il y a 2 ans. On était 8 l'année dernière et là, on commence à être 15. Je reçois beaucoup de courriels de gens intéressés au projet. Bon, je vais continuer. Merci à tout le monde de nous joindre aujourd'hui. Merci à Marquis et Christian d'être avec moi dans cet parcours. Je vais vous parler un peu de ce qui m'interpelle dans le domaine de recherche et qui est lié avec cette question de c'est quoi l'écopédagogie, c'est quoi notre approche pour la nature. Je me suis interpellée par un modèle intégral d'éducation transformatoire ou transformatrice. Il y a beaucoup de mots pour décrire ce qui veut dire une forme d'éducation qui va changer notre façon d'être dans le monde et aussi notre façon de voir le monde.
Et je me suis ancrée dans deux théories principales de Chalmers et Wilber, parce qu'avec Chalmers et théorie U, il y a quelque chose de l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur et l'ouverture de la volonté pour devenir créatif et pour pas répéter les mêmes choses qu'on a déjà fait. Et il y a un parcours vraiment de transformation en, je pense, dans le développement de notre habilité d'être créatif ensemble avec d'autres personnes. Et cette habilité d'être en présence avec tout ce qui se passe autour de nous et d'être dans un état de profondeur. Et l'autre aspect qui est important pour moi, c'est la dimension intégrale de la développement des personnes, mais aussi de l'éducation en général, parce qu'il s'agit de comprendre très bien la dynamique entre le monde intérieur et le monde extérieur, et aussi la dynamique entre la personne et la collectivité, et comment on peut comprendre mieux cette dimension-là. Et je peux vous parler un peu de notre projet à l'Université Saint-Paul qu'on a commencé il y a presque 2 ans maintenant. Il s'appelle Maître du cœur à l'enseignement supérieur. Et c'est un projet qui inclut 9 personnes, et Marquis est avec nous aussi. La question principale dans cette recherche, c'est comment développer notre capacité de sentir, d'aimer, de bienveillance et de la compassion ensemble avec la dimension cognitive qui est vraiment développée dans l'enseignement supérieur. Alors, nous utilisons une approche interdisciplinaire et aussi des méthodes pédagogiques diverses. Par exemple, nous essayons de voir comment intégrer le savoir, alors le domaine cognitif intellectuel, avec les émotions, l'intelligence émotionnelle, avec la spiritualité, qui est basée sur pleine conscience, le développement de la compassion, la créativité, et aussi le corps, comment on peut inclure le corps dans notre enseignement et aussi dans notre recherche aussi, comment on peut parler des traumas, de notre sensibilité. Et finalement, la connectivité, notre habilité d'être en bonne relation avec les autres dans un état d'ouverture, et aussi ça inclut notre relation avec la nature. Et moi, de mon côté, comme vous avez vu, j'ai le plaisir de travailler autant avec Christian qu'avec Bianca dans le cadre justement de mes études au niveau du doctorat. Et je suis arrivé, moi, on appelle ça un parcours atypique. Puis un parcours atypique dans un univers comme celui-ci, ça veut dire que je suis praticien naturellement qui s'est intéressé beaucoup à la recherche, qui s'intéresse aussi à la recherche, mais un praticien au-delà de ça qui a toujours été en quête de sens. Et ce qui m'intéresse de façon particulière, tant au niveau du projet qu'on fait ici aujourd'hui, qu'avec les autres projets dans lesquels je participe, et au cœur moi aussi de mon doctorat, c'est toute cette question d'une construction identitaire, mais une construction identitaire qui est relative à la pratique. Et c'est aussi à partir de ça, d'une certaine façon, qu'on s'est intéressé les trois à savoir qu'est-ce que ça veut dire un éco-pédagogue. Et là, on a dit en devenir, parce qu'on ne voulait pas avoir la prétention qu'on était déjà là. Et on a quand même l'impression qu'on va toujours être en devenir, que ce n'est pas une condition d'être permanente, mais bien une construction, une reconstruction, puis probablement, comme on sait, quand on est en construction, une grande déconstruction. Donc, il y avait 2 domaines qui m'ont intéressé et qui continuent de m'intéresser. C'est l'auto-ethnographie, qui veut dire que c'est comment est-ce que j'arrive, moi, comme praticien, à pouvoir faire ma narration et qui tienne compte de la relation avec les autres, naturellement, parce que c'est certainement pas un doctorat pour me découvrir moi, mais c'est aussi un doctorat pour s'assurer que je ne suis pas absent de la recherche que je suis en train de faire et tenir compte des autres dans un contexte culturel et social.
Et de façon particulière, là où je me dirige, c'est avec une approche qui s'appelle l'entretien d'explicitation. Parce qu'on sait, mais c'est l'explicitation de l'action. En d'autres mots, ce n'est pas juste au niveau de la parole, c'est au niveau de mon comportement, c'est au niveau de mes gestes, à savoir, comme exemple, si je suis dans un contexte de leadership, si je suis dans un contexte d'éco-pédagogue, comment est-ce que tout ça se traduit dans mon action et comment est-ce que je peux aussi être en mesure de raconter l'histoire. Si vous me voyez regarder à droite, là, juste pour que vous le sachiez, c'est aussi parce que l'autre écran est à droite. Donc, juste une petite parenthèse. Et un autre auteur qui m'a intéressé, c'est justement toute la notion de pratique réflexive, mais une pratique réflexive en phénoménologie. Phénoménologie, c'est toujours, en anglais, c'est encore plus intéressant de le prononcer, dans les domaines social et écologique. Donc là, c'est à partir de cette introspection, de ce sens, de cette narration, que je m'intéresse aussi à élargir dans un contexte social et dans un contexte écologique, à savoir comment au quotidien, je peux devenir finalement un praticien, un éco-pédagogue. Donc, ce qui nous amène maintenant à la question de conscience. Donc, c'est certain que ce qu'on a en commun, Christian, Bianca et moi, c'est que oui, on s'intéresse à la recherche, mais on s'intéresse aussi à un certain type de recherche, puis à une certaine façon d'être quand on est chercheur ou même comme éco-pédagogue en devenir. Et ce qui nous intéresse, naturellement, c'est la question de conscience. Et sur cette notion, je vais laisser Bianca nous parler de elle, comment elle aborde toute cette notion de développement de conscience. Ensuite, je vais contribuer comment moi je le fais, puis Christian aussi. Puis naturellement, si vous avez des questions, pas oublier de les inscrire parce qu'on va être en dialogue avec vous dans quelques minutes. Bon, je ne vais pas essayer de définir la conscience parce que c'est assez complexe, mais surtout d'expliquer un peu mon processus de développer cette notion d'être et aussi d'avoir une conscience qui est vraiment ouverte. Et il s'agit de savoir ses émotions et de comprendre sa spiritualité. Alors pour moi, quand j'ai appris l'intelligence émotionnelle, les émotions sont une source d'information sur la relation entre notre expérience somatique et psychologique et l'environnement. Alors, comme des personnes, nous sommes des systèmes dans un état d'interaction avec d'autres systèmes, le système de la nature et aussi les systèmes d'autres personnes. Et les émotions, ils nous donnent beaucoup d'informations sur cette relation. Alors pour moi, comment on peut réfléchir à la connexion de cette conscience qui n'est pas vraiment contenue dans justement mon corps, mais qui est toujours relationnelle, dynamique, venir. Et l'autre aspect qui est important pour moi dans la conscience, c'est l'aspect spirituel qui s'agit de la question fondamentale de comment pouvons-nous vivre dans une relation saine avec nous-mêmes, avec les autres personnes et aussi l'environnement. Et des aspects spirituels que j'utilise dans mes cours et aussi dans mes approches de recherche sont la vitalité, la conscientisation dans l'interconnexion. Alors, les connexions sont très importantes et aussi la quête du sens de la vie et l'expérience de transcendance, de pouvoir nous connecter avec quelque chose qui est plus grand, plus profond que notre expérience personnelle. Et alors, la spiritualité est vraiment une façon de développer notre conscience pour être dans un état d'ouverture et connexion avec le monde. Alors, c'est un processus d'empathie, d'écoute,
des pratiques de connexion avec la nature. Alors, j'essaie maintenant d'introduire dans mes cours aussi cet aspect de la relation avec la nature, pas justement parce que je me suis basée beaucoup sur la relation avec les autres, les relations interpersonnelles, mais je pense que cette dimension de transcendance est aussi assez importante. Alors, quand je parle de la conscience, c'est justement d'aller de l'ego à l'éco, de comprendre cet aspect de l'écologie comme des relations dans un système. Et l'autre processus de conscientisation, pour moi, si je vais expliquer un peu mon processus de devenir un écopédagogue, c'est que pour moi, la relation avec la nature, c'est ma source fondamentale de transcendance. Parce que la nature est pour moi une source d'apaisement, de guérison et de la beauté aussi. Mais je pense, ce qui m'a interpellée récemment, c'est que j'ai cette expérience d'apaisement quand je suis dans la nature et j'admire la beauté, j'expérience cet état de transcendance. Mais à la même fois, je me suis rendue consciente que la nature, dans cet âge ou dans cette ère de l'Anthropocène, est une nature qui, je pense, sont en danger. Alors, j'ai vu beaucoup de documentaires qui m'ont donné une vision systémique de les problèmes qui se passent maintenant avec les changements climatiques, avec l'influence de l'être humain sur l'environnement. Par exemple, le documentaire de Anthropocène ou le documentaire de David Attenborough, A Life on Our Planet, ou Breaking Boundaries, ou Plastic Ocean. Ils sont des documentaires qui m'ont marqué, je pense, profondément dans cet aspect de danger de la nature et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la question comment on peut envisager d'autres possibilités? Comment on peut créer des systèmes qui sont différents, des systèmes qui vraiment peuvent nous mettre dans une relation d'harmonie avec la nature? Oui, puis je crois que un des traits communs qu'on a, Christian, Bianca et moi, c'est certainement cette notion de développement de la personne et aussi du développement de la conscience. Donc, c'est certain que si on travaille ensemble, si on a des points communs, c'est parce que, oui, du côté théorique, mais beaucoup plus aussi du côté pratique. Donc, c'est pas cette notion d'avoir toutes sortes de connaissances sur comment une personne se développe, mais bien aussi de porter une attention particulière à comment moi je me développe et comment à partir de mon propre développement, soit personnel, soit à partir de mon développement de conscience, comment ça peut transformer ma pratique comme éco-pédagogue, ma pratique aussi comme citoyen, ma pratique comme personne aimante dans une relation à deux, ma pratique quand j'arrive dans un système, parce que souvent, les systèmes peuvent être déresponsabilisants. En d'autres mots, c'est facile de dire que changeons le système. OK, oui, certainement. Hein, il n'y a personne qui peut être contre cette notion-là. Mais comment est-ce que moi, à l'intérieur de ce système-là, quelle est ma contribution, quelle est ma présence, quel est mon degré de conscience, mon degré de capacité d'intervention aussi, sachant que oui, sur le plan individuel, on a aussi certaines limites. Et en même temps qu'on a aussi certains pouvoirs. Donc, c'est cet équilibre-là. Hein, quand je parle du voyage intérieur, c'est que depuis plusieurs années, avec de nombreuses pratiques, de nombreuses interventions, consultations aussi dans différents organismes, et en plus de m'occuper de mon développement personnel. Donc, c'est à partir de ces notions-là que mon voyage intérieur a débuté et aussi que mon voyage intérieur se poursuit. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un lien avec l'auto-ethnographie et ce besoin de vouloir mettre cette pratique en mots ou ce qu'on appelle de l'explicité. Et là, vous voyez à l'écran une image qui m'a beaucoup marqué en 2019. Qui a été pour moi une prise de conscience très forte, qui a amené justement
mon intérêt pour aller vers la recherche, vers les changements climatiques. Cette image, en 2019, qui est vraiment, fait partie d'une campagne choc pour la Journée de la Terre, j'ai bien compris l'intention des créateurs parce qu'elle est efficace, n'est-ce pas? Quand on voit un enfant, c'est bientôt l'Halloween, quand on voit un enfant déguisé en petit loup au centre d'une forêt brûlée, pour les adultes, ben, on regarde ça et on se dit aucune espèce sera épargnée. Et il y en a d'autres, on voit aussi un enfant sur une petite glace qui flotte dans le Grand Nord. Alors, on se dit, bon, et là, qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, moi, à l'époque, je n'étais pas encore dans la recherche au niveau des changements climatiques. Ça m'a interpellé parce que j'allais chercher mon fils à l'école. Alors, cette image-là faisait partie de différents affiches posters sur des vitrines d'une cafétéria d'enfants à l'école primaire. Mon fils aujourd'hui a 8 ans, ma fille 6 ans, super bonne école. Je me suis posé la question comme psychologue, je ne suis pas psychologue de l'enfant, mais ça m'a tellement fait mal, cette image, à l'époque, parce que ça m'a amené des émotions mixtes de genre, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Parce que je le savais déjà, mais quel genre de message on veut laisser à nos enfants? Pour des adultes, je comprends. Pour des enfants de 6 ans qui peuvent voir cette image, je me suis commencé à m'interroger sur comment on peut, comme éducateur, éco-pédagogue, continuer d'aller vers une pratique efficiente, être à l'écoute. Ça veut dire quoi être passeur d'imaginaire? Quel genre d'imaginaire? Comme parent, comme professeur, psychothérapeute, je veux entretenir, encourager, tout ça. Alors, dans le fond, c'est l'élément déclencheur. Je voulais juste vous partager cette prise de conscience-là dans ma démarche. Et on arrive au niveau de la pratique, donc la recherche, le développement de la personne, le développement de la conscience et aussi, qu'est-ce que ça veut dire ça dans notre quotidien et naturellement dans la vie de tous les jours. Donc, dans mon quotidien à moi, je me suis beaucoup questionné dans mon introspection, dans cette recherche de pratique. J'ai dit, ben, comment insérer justement ces notions d'écologie à l'intérieur des enseignements que je partage ici à l'Université Saint-Paul. Et de la façon que c'est en train d'évoluer, c'est que j'ai tendance à incorporer cette notion d'écologie, de nature. Je préfère le mot nature au mot environnement, mais ça, c'est une préférence personnelle. Dans la création d'espace, pour justement, parce que c'est un des sujets que j'enseigne, pour apprendre à écouter. Hein, cette notion d'apprendre à recevoir. C'est un peu ce que Christian nous partageait avec son image. Donc, je reçois une image, je suis en train d'écouter des vidéos. Quelle est ma capacité de recevoir? Puis ensuite, ma capacité d'entrer en relation, d'entrer en communication avec l'autre. Donc, cette notion de création d'espace, ça fait quand même plusieurs années que je m'y intéresse. Un espace sécuritaire, oui, mais j'appelle aussi un espace de courage. Un espace de courage qui permet autant la communication bidirectionnel, le dialogue, en sachant quand même que, comme j'ai noté ici, sans l'écoute, la voix n'a aucune valeur. Mais la voix a aussi une valeur. Donc, quelle est cette valeur-là? Et toujours dans la même veine de création d'espace, oui, pour écouter, mais aussi pour trouver sa voix. Parce que je me demandais, il y a certains cours que j'enseignais, puis les étudiants vivaient des expériences extraordinaires, puis je suis devenu curieux par rapport à ces expériences-là. Et ce que je me suis aperçu dans ma réflexion, c'est que finalement, en créant un espace, en favorisant l'écoute, ce qui émerge, c'est la voix des étudiants. Et la mienne devient secondaire et je dirais même tertiaire. C'est certain que moi, dans mon processus d'écoute, quand je suis participant au dialogue aussi, ma voix s'est transformée au cours des années.
Puis ma voix s'est tellement transformée qu'à un moment donné, j'ai été pratiquement une dizaine d'années sans nécessairement l'exprimer parce que justement, j'étais en transformation. Et quand on est en transformation intérieure, il y a un changement de voix. Il y a une autre façon d'aborder les questions, une autre façon de voir le monde. Et on est un peu surpris initialement à voir quelle est cette voix-là qui sort. Et ce que je me suis aperçu dans les cours, c'est que les étudiants qui, sur certains sujets comme la nature, l'écologie, la prise de conscience, etc., n'avaient pas encore ou sont en train de trouver une voie. Je ne suis pas en train de dire qu'ils trouvent la voie, mais qui sont au moins en train de trouver leur propre voie. Donc ça, c'est deux ingrédients qui, à l'intérieur de ma pratique, à l'intérieur de mon enseignement, à l'intérieur de mon devenir éco-pédagogue, sont essentiels. Aussi dans l'enseignement, interpellé comme marquis à l'écoute des étudiants, je mentionnais tantôt un phénomène que j'entends, je supervise aussi des psychothérapeutes, l'éco-anxiété. Alors ça, c'est un phénomène. Puis là, on ne voulait pas juste rester dans cette démarche de recherche à aller vers quelque chose au niveau aussi pointu. On voulait plutôt y aller vers les gens en général, notre première étude. Écovision, c'est un projet de 3 études. La première est en cours. Alors, on cherche à sonder l'expérience et la perception des gens face au changement climatique. On veut aller sonder un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière dans des entrevues individuelles et aussi des groupes de discussion. Et là, c'est lancé déjà, une douzaine d'entrevues ont été faites en anglais, en français, mais on reçoit des gens de toutes les provinces canadiennes jusqu'à maintenant. Alors, on va bientôt vers des groupes de discussion. Juste un point à ce sujet-là, Christian, parce que je sais que l'étude est en cours, puis j'y participe aussi, étant donné que c'est ce qui m'a amené à pouvoir travailler étroitement avec toi. L'étude est en cours présentement, puis c'est certain que c'est pas dans un contexte de faire de la publicité telle quelle, mais c'est plus de lancer une invitation, étant donné qu'on a cette chance-là que si les gens sont intéressés à participer. Restez en contact avec nous. Vous pouvez visiter notre site web. Si ce n'est pas pour participer, vous pouvez nous écrire. On veut, en fond, c'est un espace qu'on a voulu créer pour continuer ce dialogue. Si ce n'est pas la première étude, la deuxième, on voudrait la lancer en 2023. Mais juste pour donner une petite idée de aussi l'impact des médias sociaux, puis peut-être la pertinence, en tout cas, une journée sur Instagram, en 24 heures, 150 participants nous disaient « on veut participer ». Alors, il y a encore de la place aussi pour les francophones et les anglophones, on va gérer. Hein? S'il y a plus de gens intéressés, on va trouver une façon. Mais pour moi, c'est une confirmation de la pertinence de la démarche jusqu'à maintenant, cet intérêt qu'on voit. Et ça, c'est la première partie de l'étude. Il y a aussi une deuxième puis une troisième. Exactement, exactement. Alors, on a différents volets. Alors, si ce n'est pas maintenant parce que vous êtes occupé, stay tuned, comme on dit, parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Excellent, merci. Et là, quelques contributions rapidement. Depuis justement la subvention avec Marquis, on a coécrit un article en éducation, justement, on parle d'éco-pédagogie. Alors, on cherchait à montrer une démarche qui tient compte des forces. Alors, c'est la psychologie positive ici, puis aussi l'imaginaire, hein, à travers la psychologie des valeurs. Alors, on a démontré ce petit point-là comme une piste possible pour les éducateurs. Un autre article ici dans la revue Frontiers in Psychology, ici, c'est sortir un peu des cadres disciplinaires puis aller plus vers des approches holistiques qui tiennent compte ici de la spiritualité dans ce sens-là, parce qu'on a entendu aussi beaucoup parler de la tyrannie, de la positivité. Alors, nous, c'est de voir, il y a la troisième vague en psychologie positive qui est beaucoup plus au niveau systémique. Alors, c'était ça un peu le topo ici. Et enfin, avec une collègue dans la revue très connue de Jung, pour les Jungiens, une réflexion sur les éco-émotions. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle de plus en plus parce que, tantôt, je vais en parler encore, il y a des nuances à faire entre nos émotions et l'aspect des émotions qu'on peut vivre en lien avec le climat. Éco-colère, c'est différent d'éco-anxiété. Alors, sans rentrer dans les détails maintenant, c'est montrer que
tout ça, ça nous anime beaucoup. Je dis nous parce que c'est en collaboration beaucoup que je coécris des textes. Bon, je vais continuer avec mon pratique qui est en évolution et j'apprécie ce que tu as dit, Marquis, de cette façon de nous développer nous-mêmes comme pédagogues et de travailler sur nous pour être dans une bonne relation avec nous-mêmes, pour aider le développement à entrer dans ce processus de développement. Et ce que j'utilise maintenant dans mes cours aussi et dans mes approches, c'est le développement de la compassion et de l'éthique du soin qui fait partie vraiment de l'approche éducative que je prends. Et nous utilisons par exemple des pratiques de pleine conscience, des pratiques d'autoréflexion dans les cours. Et j'ai noté que les étudiants sont vraiment... ils ressentent beaucoup de vitalité, de la joie quand ils peuvent parler de leur monde intérieur. Et c'était très intéressant pour moi de découvrir ça parce que c'est un monde qui n'est pas assez exploré. Et si on utilise, par exemple, les connaissances, les informations comme des sources pour entrer en dialogue avec ce monde intérieur, alors on peut développer des cours très intéressants, très engageants avec les étudiants. Et pour moi, c'est cet aspect de l'intégration de la théorie avec l'expérience vécue, les émotions et l'action des étudiants est très important parce que l'information est parfois dégagée, les couper par l'action et couper par les émotions. Alors, de vraiment les mettre toutes ensemble, c'est très important. Et ça m'amène aussi à le dialogue génératif, l'habilité d'écouter, aussi de trouver sa voix authentique qui parfois est difficile et vraiment une façon de développement de la personne pour trouver sa propre voix. Et la quête du sens dans l'éducation transformative, c'est quelque chose qui m'interpelle dans le domaine de recherche et d'éducation aussi. Et d'autres choses que je veux mentionner, c'est ce que j'utilise maintenant dans mes cours aussi, c'est l'émancipation des croyances basées sur le traumatisme. Alors, le processus de conscientisation, c'est un processus d'émancipation de cette prison je pense, de croyances qui sont basées sur les expériences traumatiques. Et aussi la conscience transpersonnelle, alors cette habilité de nous développer et d'avoir des expériences de transcendance. Excellent. Je vais juste faire un petit résumé parce que on veut aussi vous partager, pas un résumé de ce qu'on a dit, mais plutôt un résumé de l'expérience qu'on vit ensemble, en plus d'échanger, de faire de la recherche, d'avoir des discussions. Christian, Bianca et moi, on s'est aussi intéressés depuis un an à avoir des rencontres spécifiques, des dialogues, hein, qu'on a appelé des trialogues, justement sur des questions qui nous passionnent, mais aussi sur comment est-ce qu'on est en train de devenir, comment devenir éco-pédagogue, où est-ce que je suis rendu, quelles sont une expression que j'utilise à l'occasion, quelles sont les questions qui me questionnent et en même temps, qu'est-ce que ce questionnement-là fait résonner en moi, mais c'était vraiment en nous. Et ce sur quoi on voulait clore la conversation pour justement l'ouvrir à nouveau. Notre conversation pour ouvrir une plus grande conversation, c'était de vous partager justement ce qui nous anime maintenant, chacun de notre côté. Alors, c'est un processus pour nous trois, c'est vraiment un processus pour moi. Oui, j'ai annoncé à SSHRC, Conseil de recherche de sciences humaines, les 3 études, puis comme chercheur, souvent, on fait ça en recherche empirique, voici où on s'en va. Mais dans ma propre démarche actuelle, c'est encore en cours. Il y a plein de réflexions qui émergent, dont un constat lors d'une rencontre qu'on a eue il n'y a pas si longtemps sur l'intelligence émotionnelle. Et là, je me disais, puis je venais d'enseigner la logothérapie de Viktor Frankl, les existentialismes. Et je voyais les modes d'existence. Et là, je me dis, je m'intéresse aux éco-émotions.
Ben, en fait, il y a vraiment toute une réflexion qui est en cours. Panu Pinkala, c'est vraiment un expert du sujet, un Finlandais qui réfléchit beaucoup sur le sujet des éco-émotions. Et là, ça m'a interpellé de voir que j'avais enseigné longtemps, et je l'enseigne encore, l'intelligence émotionnelle dans certains cours, mais on voit bien ici que c'est une dimension intra-personnelle avec l'interpersonnel quand on parle des émotions dans le contexte d'intelligence émotionnelle avec les modèles existants, Daniel Goleman, O'Barron et tout. Et ça, c'est pertinent. En même temps, la réflexion ici au niveau des modes d'existence, c'est de dire, ben, si on prend écho et écos du grec, l'idée de maison, comment on vit les émotions liées à la maison commune et quel sens que ça va faire émerger en nous. Alors, c'est les autres modes d'existence que parfois, dans les notions qu'on utilise en classe ou avec même mes clients, on peut occulter. Alors ici, c'est plutôt aller vers des approches beaucoup plus holistiques, puis commencer à réfléchir, c'est quoi la colère? C'est quoi la colère en contexte de la crise du climat? C'est quoi l'anxiété? Est-ce que c'est la vigile de l'âme? Est-ce que la colère, c'est une colère justement qui est proche de l'éco-lucidité? Une colère qui mobilise parce que c'est un bien commun qu'on veut nous enlever. Alors, tout ça, c'est en réflexion présentement. J'apprécie beaucoup cette idée de la vigile de l'âme, comme les émotions qui sont très fortes, la colère, l'anxiété, parce que c'est quelque chose qui, je pense que c'est une question très importante. Et ce qui m'anime maintenant et aussi dans ce dialogue que nous avons eu ensemble, c'est vraiment l'intégration d'aspects de pensée critique et systémique que nous avons besoin pour comprendre ce qui se passe avec les changements climatiques et aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Mais à la même fois, c'est le développement de l'intelligence émotionnelle et spirituelle. Et comme vous avez déjà vu, nous sommes tous trois intéressés dans ce développement de la spiritualité et de l'intelligence émotionnelle. Parce que pour moi, l'amour, la compassion, c'est une pratique spirituelle que j'essaie de développer dans ma vie et aussi j'essaie de créer des espaces pour les étudiants pour le développer, pour y réfléchir ensemble. Et dans ce sens-là, l'écopédagogie est vraiment connectée avec le développement spirituel parce que je pense que si on va intégrer bien le pensée critique et systémique avec notre capacité de sentir et d'aimer cette maison dont nous sommes, où nous sommes maintenant, je pense que nous avons une meilleure chance de trouver des solutions ensemble, d'imaginer des possibilités que peut-être que nous ne voyons pas maintenant à ce moment-là, mais que c'est possible de les apercevoir. De mon côté, naturellement, je poursuis cette pratique réflexive sur ma pratique. Et ce qui m'anime en ce moment, moi, c'est cette notion de construction identitaire. Puis, il semble, d'après ce que je consulte et ce que j'ai consulté, il y a l'approche philosophique grecque qui parle de l'identité comme étant une façon d'être. Je suis ceci, je suis cela, et je m'identifie à partir du je suis. Dans l'ancienne philosophie chinoise, la notion d'identité, c'est une notion de devenir. Donc, c'est pas une notion d'être. En d'autres mots, c'est une notion de devenir. C'est une notion qui est ancrée dans un mouvement, qui est ancrée dans une action. Et ce que je trouve fascinant, parce que c'est certain que je songe à ces questions-là moi aussi, je me suis dit, ben, il me semble que quand je regarde un petit peu de la façon qu'on enseigne, de la façon qu'on utilise les médias sociaux par rapport à l'écologie, on a souvent tendance à avoir une approche identitaire qui est basée sur l'être.
Donc, en d'autres mots, je suis comme ça et je devrais être autre chose. Puis là, on est dans un état où on a l'intention qu'il nous manque quelque chose. De là, la recherche de technologie, comme exemple, pour améliorer l'humain, qui est un concept transhumaniste que je trouve absolument fascinant, de savoir que la technologie pourrait ou devrait contribuer à améliorer l'humain, comme si l'humain avait à s'améliorer. Pardon, par rapport à ça. Et donc, cette notion de mouvement, cette notion de pèlerin, de devenir éco-pédagogue, de devenir quelqu'un, je trouve ça plus intéressant, probablement beaucoup plus motivant aussi pour les jours et les mois et les années que nous avons à vivre ensemble par rapport à ces grandes questions-là. Donc, on vous a partagé là où on était, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qui nous anime. Maintenant, on serait intéressé naturellement, et je vais arrêter le PowerPoint, on serait intéressé à prendre un moment pour entrer davantage en interaction, en relation avec vous et aussi à recevoir naturellement, vous, qu'est-ce qui vous anime dans votre devenir d'éco-pédagogue. Je crois que vous avez reçu une question dans le chat. Est-ce que Oui, vous voulez que Patrick, je la lise? OK, je vais t'inviter à les lire parce que de cette façon-là, ça va nous aider à nous d'accord. concentrer sur la question. D'accord, je vais la lire. Alors, une question purement méthodologique. Pour tout ce que vous avez évoqué sur l'auto-ethnographie, en plus des entretiens ou des focus group, voyez-vous un journal auto-ethnographique rigoureux dans une recherche pédagogique? Ça, c'est- Oui, puis avec le son, je n'ai pas capté la fin de la question. OK. Si tu pouvais me répéter au moins la fin de la question, ça m'aiderait. Voyez-vous un journal auto-ethnographique rigoureux dans une recherche pédagogique? Ah, OK, ou du côté de la rigueur, hein, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que ça devienne toujours une question de rigueur quand on fait de l'introspection ou quand on entre à l'intérieur de soi. Et je me dis que comme processus, habituellement, c'est déjà très rigoureux de prendre le temps d'utiliser certaines approches pour justement être en auto-réflexion et pour être en introspection. Ce que je trouve intéressant, c'est que la rigueur extérieure, si je peux l'utiliser de cette façon-là, et ça, peut-être que j'arrive trop vite à une conclusion, mais c'est une observation aussi de plusieurs années. Cette rigueur extérieure-là, supposée, qui existe dans les approches scientifiques, nous a menés avec l'état de la planète dans laquelle on est présentement. Donc, je me dis, elle nous a amenés jusqu'où on est présentement et probablement qu'il y a d'autres rigueurs, d'autres façons d'être rigoureux. Et j'aime mieux le mot amour, j'aime mieux le mot compassion, j'aime mieux le mot douceur. Et ce que je me dis, wow, ça serait intéressant hein, de penser à comment incorporer la douceur dans l'enseignement de la pédagogie, comment incorporer davantage de compassion. Quelle est la place de l'amour? Quelle est la place de la personne? Donc, oui, rigueur, et oui aussi à d'autres dimensions, et toute dimension qui permet justement d'avoir une réflexion sur sa propre pratique, sur son propre devenir. C'est certainement quelque chose que je privilégie, certainement. Parce qu'on a tendance à croire des fois dans les universités, ayant été praticien, mais en ayant toujours eu un pied aussi dans l'université, on a l'impression des fois que les praticiens sont des gens qui ne réfléchissent pas toujours, ou bien quand ils réfléchissent, ils peuvent manquer d'une certaine rigueur. Puis je me dis, c'est en travaillant ensemble, en échangeant, en ayant des dialogues qu'on arrive à être rigoureux ensemble. Pour l'aspect ethnographie, auto-ethnographie, rigueur, je ne peux pas me prononcer. Par ailleurs, l'aspect rigueur, puis merci Marquis pour ce point de vue ici, c'est comment on l'amène dans la recherche empirique, parce que aussi dans les démonstrations qu'on veut faire, c'est important d'essayer d'être
d'une certaine manière une structure quelconque. Nous, on le fait bien parce qu'on va enregistrer avec consentement tous les entretiens. On va aussi après prendre le temps de revoir avec les logiciels en cours, NVivo et tout. On a toute une équipe là pour valider nos perceptions des entretiens qu'on a avec nos participants. Mais je retiens l'idée on avait fait une étude dans le passé sur un observateur qui prenait des notes aussi sur cet aspect-là d'autres informations plus secondaires que juste le verbatim. Alors ça aussi, j'entends aussi dans la question rigueur cet aspect-là. Je vais juste inviter les personnes qui ont d'autres questions à les mettre dans le chat. Et puis sinon, vous pouvez continuer la conversation entre vous, le dialogue en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment, mais vous pouvez continuer tous les trois à alimenter. Oui, ben oui, étant donné qu'il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous animent en ce moment par rapport à votre réflexion sur, parce qu'on a quand même, on a fait une synthèse de plusieurs heures et mois, mais est-ce qu'il y a autre chose qui vous anime présentement dans votre devenir? Il y a plein de choses qui m'animent. On se disait, comment qu'on continue? Bien, évidemment, vous avez, en tant que représentant là, du projet en cours Éco-Vision, l'étude 1 est lancée, mais je me sens aussi beaucoup interpellé par votre projet en cours aussi, mettre du cœur à l'enseignement supérieur. Je trouve que c'est une belle formule. Puis, ça m'interpelle aussi énormément dans tout ce qui est la suite des choses. Alors, pour moi aussi, je mentionner que depuis 2 ans, nos conversations m'aident à sortir des sentiers battus comme chercheur, clinicien-chercheur, parce que j'entends d'autres notions, d'autres manières de voir les réalités qui m'intéressent, puis ça vient me nourrir là, énormément là, pour la suite des choses. Alors, je dirais ça pour le moment. Voir qu'à travers toutes les résistances qu'on peut vivre, il y a un psychologue environnemental très connu au Canada, Robert Gifford, qui a parlé des Dragons of Inaction, les dragons de l'inaction, nos résistances psychologiques au changement. Je pense qu'on constate de plus en plus qu'il se passe quelque chose au niveau de la planète, qu'on a, oui, des résistances, mais comment qu'on va arriver à aller au-delà des résistances pour trouver des possibles? Alors, de mon côté, j'y vais beaucoup via comprendre davantage les perceptions, les émotions, pour en arriver à sonder les visions du monde des gens. Est-ce qu'on est on maintient des visions catastrophiques ou si on pense encore qu'il y a d'autres manières de voir? J'ai beaucoup aimé la notion d'écologie de la présence. Ça, c'est grâce au colloque que j'ai découvert cette notion-là hier en écoutant un autre atelier. Alors, c'est cette idée c'est dynamique, c'est en devenir, c'est pas figé tout ça. Ça m'interpelle beaucoup. Puis, l'autre chose qui vient de me revenir aussi par rapport au colloque, au symposium, l'autre chose qui m'est revenue, c'est parce que tu en avais parlé de ça aussi, en tout cas, une différence, certaines distinctions entre l'éco-colère et l'éco-anxiété. Oui. Puis on sait que Gina en a parlé avec beaucoup de passion, puis j'ai réellement beaucoup apprécié tous ces sujets-là et cette notion de colère et d'émancipation. Au niveau de là où tu es rendu, toi, par rapport à l'éco-anxiété, l'éco-colère, c'est... Là, c'est pas au niveau des résultats de recherche que je peux annoncer, mais certainement des lectures qui m'interpellent beaucoup. Et là, j'ai mentionné Panu Pankala. On pourrait vous envoyer le nom pour ceux qui veulent connaître ces chercheurs. Lui, c'est un éco-théologien
Alors, ce que j'apprécie de son approche, c'est qu'il est vraiment une approche très, pas juste disciplinaire, mais il s'intéresse aux philosophes, tout ça. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui dans les recherches empiriques, mais encore une fois, ça dépend toujours de l'interprétation qu'on peut faire, qu'est-ce qui est plus engageant, évidemment, c'est les gens qui vont vivre une éco-colère qui les mobilise. Hein. En même temps, c'est toujours question de dosage, hein, parce qu'on peut tomber dans l'épuisement avec cette colère-là, si c'est pas le besoin d'être ensemble dans la prise de conscience qu'on peut faire. Parce que certains vivent l'éco-anxiété, mais ça va les amener vers une paralysie. Alors, ils sont sensibles. En fait, c'est souvent des gens très sensibles qui vont, chez les jeunes, on voit qu'ils vont rapporter une détresse. Puis là, avec la pandémie, ça a été amplifié. Alors là, ils ont évidemment besoin d'être écoutés. Alors, au niveau de l'intervention, distinguer entre une éco-paralysie puis une éco-anxiété. Je suis éco-anxieux. Il n'y a pas de honte à l'être. Ce n'est pas une anxiété qui m'empêche de fonctionner. Au contraire, ça me fait vivre d'autres choses. Ça me fait vivre de la colère. Avec Gina, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé cette expression de colère parce que c'est une sainte colère, on pourrait dire. C'est une colère pour le bien commun qu'on veut nous enlever. Protestation de l'être contre le bien commun qu'on veut nous enlever. Moi, je viens de la campagne. Enfant, j'ai fait du scoutisme. J'ai appris à aimer la nature en étant dans la nature. Et moi, ce qui m'a aussi, au niveau de mon propre cheminement, c'est que ça m'a pris du temps à m'éveiller parce que ça fait longtemps que je suis dans le monde académique. Mais bon, jamais trop tard pour trouver un sens aussi dans tout ça. Alors, je me sens prêt aussi à accompagner ceux qui ne savent pas trop comment s'éveiller, tout ça. Alors, c'est un cadeau pour moi, Écovision, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Puis là, je découvre plein d'autres gens qui sont mobilisés, interpellés par cette situation-là. Je me sens pas seul, au contraire, je me sens entouré, bien entouré. Moi, si je... Oui, je voulais que je lise les... Il y a un commentaire et une question. Est-ce que vous voulez que je les lise? Ben oui, certainement. OK. Alors, le commentaire vient de Mélanie. La question aussi. J'ai apprécié entendre vos sources d'inspiration pour repenser nos rapports au monde. Je fais un travail parallèle, mais à partir de perspectives de l'anthropologie culturelle, il y a tant de chemins qui tracent les futurs possibles. Alors, ça, c'est le commentaire. Et la question, c'est, lorsqu'on aborde l'éco-anxiété, c'est souvent à partir de la psychologie, mais ne croyez-vous pas que le mal, s'il est psychologique, le remède ne peut pas demeurer dans la sphère de la psycho, mais doit trouver ses réponses dans le politique? Absolument. Absolument. Je suis psychologue de formation, mais j'ai assez rapidement eu la chance, parce qu'à Saint-Paul, la chance que j'ai, c'est de côtoyer des collègues de d'autres disciplines. Et mon mentor, ça a été Raymond Lapré, qui était très intéressé à l'anthropologie. Donc, bravo de continuer dans l'anthropologie culturelle. À mon avis, c'est une discipline très pertinente pour essayer de comprendre les émotions liées au climat. Mais je dirais que toute discipline a sa grande contribution à faire. Alors, on est dans l'interdisciplinarité. C'est pas facile parce qu'on a nos capacités, on est limité, on peut pas tout connaître, mais continuons avec ce dialogue et qui va nous amener vers des rencontres riches et fructueuses, qui va nous amener vers l'émancipation. Il y a des choses qu'on peut faire. Veuillez me contacter si vous voulez. J'aimerais vous entendre dans vos recherches, réflexions. Ça me fascine ce que vous faites. Si je peux rajouter un mot à ces questions-là, parce que justement un mot d'1 minute, parce que nous vivons dans un monde qui est fragmenté vraiment et les disciplines, c'est vraiment un grand effort de mener les disciplines ensemble parce que par exemple, nous voyons cet aspect des émotions dans le domaine de psychologie, aussi la santé mentale est un domaine de psychologie et pas un domaine de politique, mais c'est pas vrai, ils sont vraiment liés l'un avec l'autre parce que c'est ce qui se passe dans le monde qui nous donne des émotions très fortes qui affectent notre état mental. Mais je pense que nous devons développer cette habilité d'être entre les espaces et de mener les espaces et les disciplines ensemble pour bien comprendre nos expériences. Et voilà,
On est arrivé, à moins qu'il y ait d'autres questions, Patrick, on est arrivé au bout de l'heure. Je vous remercie, Christian, Bianca. Un dernier commentaire de Mélanie Un qui dernier parle commentaire, OK. les épistémologies interstitielles. Les épistémologies. Je m'excuse, c'est parce que vous avez parlé d'interstices, alors ça m'a fait penser à l'expression des épistémologies interstitielles dont parle Bruno Latour, entre autres. Merci. Ah, OK. Merci. Ben, merci à toi. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Ben, merci à vous. Et puis, le symposium continue avec Merci, la Patrick. session de clôture. De rien. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.